Mais faisons le point sur la situation et les problématiques chinoises pour entamer cette émission avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. La Chine qui a publié hier, comme chaque mois, une série de données d'activité concernant donc le mois d'avril, la production industrielle, les ventes au détail. On a eu des indicateurs d'investissement également, la dynamique du marché du travail. Bref, rien ne va dans ces chiffres, visiblement, Laetitia. Oui, effectivement, le panorama du mois d'avril est vraiment désastreux. On s'y attendait, compte tenu des mesures de confinement qui s'étaient amplifiées tout au long du mois. Néanmoins, les chiffres sont quand même très inquiétants. On a une production industrielle qui recule de 2,9% sur un an. C'est quelque chose, la baisse, une contraction d'activité, on l'avait vu qu'au mois de février 2020, donc vraiment au tout début du premier confinement de la zone de Wuhan. La consommation des ménages s'effondre littéralement. On a une baisse des ventes de détail de 11,1% sur un an, donc c'est vraiment quelque chose de très marqué. Alors évidemment, on s'y attendait, les restaurants étant fermés, l'activité étant réduite à sa plus simple expression dans certaines zones de Chine. On attendait un impact négatif, mais alors il est quand même d'ampleur. Et je crois que ce qu'il faut mettre en avant, c'est cette dégradation du marché du travail. On a une hausse du taux de chômage qui atteint 6,1% de la population active. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme si on compare à nos chiffres européens. Néanmoins, c'est un plus haut depuis que la série existe, à l'exception du mois de février 2020 qui a atteint 6,2. Donc vous voyez, on est très proche. Oui. Voilà. Et surtout, moi, ce qui m'alerte, c'est le taux de chômage des jeunes, de la portion de population comprise entre 16 et 24 ans. Et ce taux de chômage atteint 18,2% de la population. Et donc là, je crois qu'il y a une vraie inquiétude des autorités. Ouais. Et d'ailleurs, quand on a ces chiffres en tête, Laetitia, est-ce que ça aide à comprendre ce que j'appelle la grande réconciliation entre Pékin et ses dragons, mais c'est quand même l'événement du jour, ce symposium. On a assez peu d'informations communiquées sur la tonalité de cette rencontre, de ce congrès organisé aujourd'hui entre les officiels chinois et les dirigeants d'un certain nombre de grandes plateformes technologiques. Est-ce que la dégradation du marché du travail, et notamment du travail des jeunes, aide à comprendre que les officiels chinois semblent jouer l'accalmie avec la partie technologique de l'économie chinoise aujourd'hui? Pour moi, il me semble qu'il y a quand même une certaine quelque chose à y voir, cette concordance des choses. On a eu vendredi dernier des annonces pour favoriser l'emploi des jeunes en termes d'aide fiscale, de réduction de cotisations sociales, d'incitation vraiment à l'emploi des jeunes diplômés. Et deuxièmement, effectivement, la concordance avec cette réunion de la conférence consultative du peuple chinois, politique du peuple chinois, pardon. Donc c'est vraiment un organe consultatif. Donc attention, n'oublions pas qu'en Chine, le pouvoir exécutif est concentré dans les mains du comité permanent du Politburo. Donc c'est indépendant, mais vraisemblablement il y a une volonté, en tout cas, de donner l'image qu'on arrête cette régulation qui partait un petit peu, qui était d'une violence très 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 importante pour ces grands groupes de la tech chinoise, et l'idée on va les accompagner dans une croissance plus durable et plus saine. Alors ça, c'est le langage évidemment auquel nous sommes habitués, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est quand même d'assainir un petit peu le climat de façon à permettre à ces entreprises d'abord de retrouver une dynamique positive. On voit que les chiffres sont un peu inquiétants là aussi en termes de perspectives d'activité pour la plupart, et donc il est grand temps, je dirais, de relancer un peu cette dynamique du secteur technologique chinois, d'autant plus que c'était dans le 14e plan quinquennal. Donc l'ambition, rappelons-nous, c'était de faire passer ce secteur d'activité de à peu près 7% du PIB à 10% en 2025. Or, on est déjà en 2022 et on voit qu'il y a quand même un gros coup de mou sur le secteur. Donc il y a cette volonté de
réemployer les jeunes qui sortent et qui sont des ingénieurs diplômés des universités et donc qui sont la première main-d'œuvre de ces entreprises de technologie. Je crois qu'il y a vraiment une volonté, c'est une volonté globale, dirons-nous, des autorités. Essayer de calmer, de trouver un terrain, je dirais un chemin de crête entre le contrôle, parce que Xi, dans ses derniers discours, continue de parler de ce contrôle, de cette réduction des grands monopoles et autres. Donc, il ne va pas lâcher là-dessus. Néanmoins, il a besoin de la croissance. Et encore plus aujourd'hui, plus on s'approche du mois d'octobre, plus il en aura besoin. Redonner un peu d'oxygène à l'économie chinoise sous contrainte sanitaire. On en reparlera d'ailleurs, Laetitia, mais est-ce que ça passe par une petite dévaluation compétitive du yuan ? On a vu sur le mois d'avril, notamment, la glissade du yuan contre le dollar s'accélérer. On a perdu 6-7%, je crois, sur quelques semaines pour une devise qui est une devise contrôlée. Alors certes, le dollar monte, le dollar écrase tout, mais le yuan, finalement, n'a lâché qu'il y a quelques semaines à peine. Voilà, oui. C'est vraiment à partir à peu près du 18 avril. Ouais. Donc c'était, rappelons-nous, la publication du PIB du premier trimestre qui était un peu en demi-teinte, mais surtout des premiers chiffres qui étaient très inquiétants d'activité du mois de mars qui commençaient vraiment à montrer des signes d'essoufflement assez forts. Et je crois que ça a été un peu le déclencheur. Alors, effectivement, les autorités ont les moyens de contrôler et de limiter au maximum cette dévaluation du yuan, mais il semblerait qu'ils n'interviennent pas vraiment et laissent les forces de marché faire baisser cette devise, ce qui, comme vous le rappeliez, face à la vigueur du dollar, compte tenu de l'écart de conjoncture entre le reste du monde et la Chine, les perspectives de politique monétaire aussi. On voit bien qu'on est plutôt à l'assouplissement monétaire en Chine, alors qu'on est au durcissement monétaire un peu partout ailleurs dans le monde. Les pressions sont plutôt baissières sur la devise chinoise, et on voit que les autorités laissent faire. Contrôle, bien sûr, mais se cache derrière un peu ces forces de marché. Ça les arrange. Il faut aussi que la Chine, je pense, retrouve un peu de dynamisme à l'exportation. Vous le disiez tout à l'heure, la consommation dans les pays développés est en train de se réorienter des biens vers les services. Ouais. Ça, c'est mauvais pas bon pour la Chine, bien sûr. Voilà, et on le voit bien, les derniers chiffres d'exportation, alors évidemment, étaient affectés par les problématiques de livraison, de blocage et de chaîne d'approvisionnement. Je l'entends bien. Néanmoins, quand on regarde la tendance depuis quelques mois, elle est au ralentissement. Oui, ça montre bien d'ailleurs le poids toujours du commerce extérieur pour la Chine, le poids stratégique toujours du commerce extérieur pour la Chine. C'est une évidence de rappeler ça, mais la prospérité commune, c'est quand même le développement d'un marché de consommation interne. La baisse du yuan, quand bien même elle est maîtrisée, va pas tellement dans le sens d'enrichir le consommateur chinois. C'est vrai, mais actuellement, comme vous pouvez l'observer, la Chine contrôle son niveau de prix. Donc les niveaux de prix intérieurs, évidemment parce qu'il y a beaucoup de prix administrés, donc ceci explique cela. Et effectivement, pour le moment, le plus rapide pour elle et son levier, je dirais, de facilité pour essayer d'accélérer la croissance, c'est les exportations, c'est l'investissement en infrastructure, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les leviers qui sont mis en action par les autorités. Ce sont les leviers traditionnels donc de soutien à cette activité chinoise, et on voit bien la demande intérieure, elle est trop sensible à la politique sanitaire aujourd'hui et à ce niveau de faiblesse des revenus qui est lié à la situation de l'emploi. Encore une fois. Sur l'aspect sanitaire, Laetitia, donc il y a quelques jours, le Politburo réaffirme bien sûr la stricte politique zéro Covid. Néanmoins, quand même, visiblement, l'expérience shanghaïenne a été un peu lourde, et on comprend quand même que dans le cadre de la politique zéro Covid stricte, il y a peut-être l'idée de quelques bougées
qui, espérons-le, permettront de relâcher un petit peu la pression. Quelles sont les évolutions qu'on peut attendre dans le cadre d'une politique sanitaire toujours stricte en Chine, Laetitia ? Oui, je crois que vous avez raison, Grégoire. Il y a vraiment ce double langage. Évidemment que les autorités ne remettront pas en question le principe même de la politique du zéro Covid, puisqu'ils se sont gambergés pendant 2 ans de sa réussite face à l'effondrement de l'Occident, si je peux résumer les choses, dans l'esprit chinois. Donc aujourd'hui, ils sont contraints, et quand ils voient les dommages économiques, ils ne peuvent pas laisser cette situation dégénérer, et donc ils sont obligés d'agir. Et donc je pense qu'effectivement ils vont petit à petit alléger d'une certaine manière cette politique du zéro Covid en multipliant des politiques de tests par exemple, quitte à ce que cela fasse flamber l'enveloppe budgétaire, parce que tout cela a un coût, mais l'idée c'est de relancer la machine économique, et donc ils ne peuvent plus se permettre. Ils ont aussi, n'oublions pas, nous avons cette année électorale, année politique, on va dire, pour la Chine, très importante, et il leur faut la paix sociale, et il faut absolument qu'ils puissent répondre aux besoins de cette société chinoise. Donc ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'amender cette politique, mais ils ne le feront pas dans je dirais de la communication. Ça sera beaucoup plus un double langage, dirons-nous. Oui, politiquement, ça reste compliqué, vous dites, pour Xi Jinping d'aller trop loin dans le vivre avec le Covid, parce que effectivement, il y a sans doute un coût humain derrière qu'il faudrait assumer. Et vous dites ça avant le 20e congrès, c'est impossible. C'est pas possible. Donc il est coincé entre l'économique, et il a besoin de relancer pour réduire ce taux de chômage, donc pour assurer les revenus de son peuple, mais en face de ça, il a un engagement de sécurité et de sanitaire. Il ne peut pas se permettre d'avoir une explosion du nombre de cas de décès dans le pays. Donc c'est vraiment un arbitrage qu'il doit faire, et je pense que les autorités sont très 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 embêtées aujourd'hui, et vraiment essayent de faire du fine-tuning. Alors en plus, on a vraiment le sentiment qu'entre chacune des provinces, si vous voulez, c'est un peu au délégué du parti qui aura la politique la plus ferme et la meilleure. Voilà, il y a un vrai challenge là actuellement. On sent bien cette échéance politique chinoise dans toutes les décisions prises par chacune des provinces. Où est-ce qu'ils se sont trompés selon vous, Laetitia, pour en être là aujourd'hui, c'est-à-dire pas du tout là où ils devraient être à quelques mois de ce rendez-vous politique ? C'est vrai que comme malheureusement, comme pour le monde entier, la pandémie était imprévisible. Donc clairement, je crois que leur erreur, ça a été au moment de la politique de vaccination, et je suis un peu surprise de voir que la 3e dose n'a pas été aussi développée que cela en Chine, notamment auprès des personnes âgées. Alors on se dit que chez nous encore on pourrait comprendre, chacun a son libre arbitre. En Chine, on n'a pas le sentiment que c'est quelque chose, une volonté de l'État puisse être contrée par une volonté individuelle. Donc on est un peu perplexe sur cette. Je pense que c'est à ce moment-là, où peut-être l'entêtement à vouloir dire que le vaccin chinois est le meilleur, et ne pas ouvrir au vaccin ARN qui semble quand même être plus percutant en termes de lutte contre ce Covid. Je pense qu'il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laetitia pour votre éclairage sur la situation chinoise. On en parle régulièrement avec vous dans l'émission. Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management.